C'est l'un des endroits les plus mythiques de la Franche-Comté, sa frontière avec la Suisse. 500 km de Bâle au Mont-Dolent. Et s'il est aujourd'hui très agréable de s'y balader, c'était autrefois le lieu du trafic et de la contrebande. Des hommes transportaient sur eux toutes sortes de marchandises et c'était toute une vie parallèle qui s'organisait pour échapper aux patrouilles des douaniers. Thibaut et Laurent nous racontent la petite histoire de la grande contrebande et c'est passionnant. C'est là. Le massif du Jura se partage du nord au sud entre deux pays, la France et la Suisse. Pendant plusieurs siècles, ces montagnes, plateaux et vallées furent traversées par d'insolites personnages. Appelés contrebandiers, trafiquants, bricotiers ou passeurs de lune, ces hommes et femmes faisaient passer des marchandises d'un pays à l'autre. Mais qui dit frontière dit douane et contrôle. Le passage de marchandises interdites voulait dire prise de risque, tant face au relief sinueux et accidenté que face aux brigadiers qui guettaient et patrouillaient. Notre parcours nous emmènera entre Goumois et Villers-le-Lac, où les gorges du Doubs, sauvages et escarpées, dessinent une frontière naturelle entre les deux pays. Thibaut est accompagnateur en montagne. Il est l'auteur d'un livre qui raconte la vie d'un contrebandier d'autrefois. Avec lui, nous remonterons les gorges à contre-courant, sur les traces de ces mystérieux personnages qui hantent ces paysages. La frontière franco-suisse, elle mesure un peu plus de 500 km de long. Elle part de Bâle et elle va jusqu'au Mont-Dolent, dans le massif du Mont-Blanc. Alors la frontière, dans le paysage, ici, elle s'appuie sur la rivière, sur le Doubs. Et puis, plus loin, le long de la frontière franco-suisse, elle va s'appuyer sur des lignes de crête, sur des montagnes. Mais c'est bien les éléments naturels qui vont organiser le tracé de cette frontière. Montagne, rivière, et puis d'autres secteurs également qui sont, on va dire, plus plats. Alors ici, depuis cette corniche, on domine le fameux village de Goumois, village franco-suisse, puisqu'il est coupé en deux par la frontière, par le Doubs, et un pont qui enjambe. Ce tracé frontière, en fait, il date de 1780 et ensuite, il a été revalidé en 1814. Mais je dirais l'identité surtout de Goumois, c'est une identité franco-suisse, avant tout. Un village coupé en deux, qui célèbre plus volontiers la fête nationale suisse le 1er août que le 14 juillet. Bonjour Laurent. Bonjour Thibaut. Alors vous qui êtes douanier, ici aujourd'hui, garde-frontière suisse, douanier français. Ça fait plusieurs décennies qu'il n'y a plus de brigade, ni de bureau. Côté suisse, il y a encore les gardes-frontières, mais pas en permanence non plus, surtout depuis qu'ils sont rentrés dans l'espace Schengen. 2008. À cet endroit-là, la frontière, elle est sur la rive de l'autre côté. Ça veut dire que la rivière est entièrement sur territoire français et donc que les contrôles douaniers ne pouvaient s'effectuer sur la rivière que par les douanes françaises. D'accord, donc quelqu'un qui par exemple trafiquait en barque ici, seulement les douaniers français à ce moment-là pouvaient le... À cet endroit-là, oui. Pouvaient le contrôler. Voilà. Qu'est-ce qui pouvait passer comme marchandise, comme trafic? Il y avait déjà des marchandises déclarées. Depuis déjà le 19e siècle, il y avait des fournitures d'horlogerie. Mais il y avait aussi du trafic non déclaré, Chose de la illégale, contrebande, ou ce qu'on appelle aussi de la pacotille, voire de la bricote localement. Alors là, c'est des marchandises qui étaient cachées sur les gens même. C'est pour ça que les contrôles étaient importants des deux côtés de la frontière, parce que les Suisses aussi se fournissaient en produits alimentaires côté français. Je peux vous montrer quelques cartes postales de Goumois. Volontiers. Voilà, on voit le pont avec des pêcheurs. Et on voit surtout ce qu'on appelle une aubette, une petite cabane qui était au pied du pont, qui permettait de préserver le douanier des intempéries. Tous ces aubettes ont été abattues, ou presque, il n'en reste plus que 2 sur la frontière. Les cartes postales des anciens postes de douane que Laurent collectionne témoignent d'un passé révolu. Aujourd'hui, il n'y a plus de permanence douanière dans ces gorges. Voilà Laurent, alors on va traverser la frontière suisse et ce que je vous propose, c'est de remonter le cours du Doubs et puis de vous emmener dans les gorges. D'accord. Alors ici Laurent, on se trouve au Teusseret et à l'image de cette meule, tout le long du linéaire du Doubs, on avait différentes usines, différentes industries. Au Teusseret, on avait à la fois un moulin, mais également une scierie. Le long du Doubs, on retrouve d'autres usines, comme des clouteries, des taillanderies,
mais également par exemple des verreries. Alors toutes ces différentes usines, toute cette industrie, au fil de l'eau, évidemment, utilisaient la force hydraulique. Alors il faut vous imaginer qu'à l'époque, dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand on est, on va dire, au maximum de la contrebande, eh bien le paysage ici des gorges du Doubs n'a rien à voir. Les pentes de chaque côté sont presque totalement dépourvues de végétation. Et ça, principalement en raison des verreries. Parce que ces verreries exploitaient énormément le bois, mais elles n'utilisaient pas la force hydraulique. Si bien qu'un contrebandier qui voulait descendre les gorges du Doubs, traverser le Doubs, remonter de l'autre côté, eh bien, il était très exposé, par exemple, à la vue des douaniers qui pouvaient le surveiller depuis les hauteurs. Aujourd'hui dépeuplée et rendue à la nature, la vallée du Doubs comptait jusqu'au début du XXe siècle une activité humaine conséquente. Avec ses ateliers et usines, le fond des gorges était habité par cette communauté d'artisans et d'ouvriers, une vie sociale en marge du travail agricole des plateaux voisins. Au hameau de Biofond, les douaniers en seraient restés perplexes. C'est sur cette borne qui émerge au milieu de l'eau que se rencontraient jadis les trois évêchés, celui de Bâle, de Lausanne et de Besançon. C'est ici que la ligne frontière quitte la rive suisse. À présent, la rivière se partage en son milieu entre les deux pays. Voilà Laurent, alors ici on arrive au célèbre pavillon du sonneur. Alors cet endroit, sa particularité, c'est que jusqu'en 1880, la date de construction du pont de Biofond, eh bien, entre Morteau et Goumois, il n'y avait aucun pont pour pouvoir traverser le Doubs. Si bien que les habitants, côté français comme côté suisse, étaient obligés de venir ici. Alors le sonneur, évidemment, faisait sonner une cloche et ensuite il faisait traverser les gens sur une barque. Voilà, en tout cas un lieu de passage qui a fonctionné comme ça pendant très longtemps. Le pêcheur, qui était également passeur, faisait office de douanier. Il permettait donc de traverser sur la rive française. Quel était le quotidien des douaniers? Comment ils exerçaient leur patrouille? Les douaniers français, ils avaient une zone d'action qu'on appelait la Pentière. La Pentière, c'est en gros un petit territoire de quelques kilomètres carrés qui était divisé en plusieurs secteurs, qui patrouillaient dans un sens, dans l'autre. Et ils avaient des points de contrôle qu'on appelle aussi les points d'apparition. Et c'est là qu'ils essayaient de piéger des contrebandiers en montant des embuscades. Donc ils dessinaient des cartes à la main avec des noms de lieux-dits très précis. Les cartes étaient jusqu'au 1/10 millième et ils indiquaient là tous les points d'apparition. C'est une carte qui était affichée sur les murs de leur brigade, qu'ils remettaient à jour régulièrement. Et donc ils avaient des endroits où ils allaient se cacher, ils allaient planquer, des endroits précis. Voilà. Ils utilisaient leur bagnole, c'est le terme pour le lit d'embuscade, et ils pouvaient rester toute une nuit à tenter d'intercepter une bande de contrebandiers. Ouais, donc en fait les douaniers faisaient preuve d'astuce, tout comme les contrebandiers. Par exemple, ça pouvait être des sabots inversés, on mettait ce qu'on appelait des socs à l'époque. Ouais. On mettait le talon à la place de la pointe, ou la pointe à la place du talon, on inversait. On pouvait aussi évider des roues de calèche, évider des rondins de bois quand on allait à la fouage, utiliser des patins à glace lorsque le Doubs gelait. En tout cas, on utilisait aussi des trucs astuces qui étaient adaptés aux particularités du terrain. Cette fois, c'est sur la rive française que nous retrouvons Thibaut. Il aborde à présent le site des Échelles de la Mort, un lieu mythique par bien des aspects. Voilà le départ de la Via Ferrata. Nous, on va prendre les Échelles de la Mort. C'est quand même beaucoup plus tranquille. À l'époque, c'étaient les travailleurs des moulins du fond des gorges qui empruntaient ce chemin le plus court pour rejoindre le plateau. Ils utilisaient les couleuses, ces passages en creux des falaises.
où il fallait parfois fixer une échelle pour accéder plus haut. Les premières traces d'un passage aménagé remontent au XVe siècle. Les échelles n'étaient alors que des troncs d'arbres coupés, posés à même la falaise. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'acier a remplacé le bois. Alors à l'origine, les échelles de la mort, s'imaginait que c'était juste une perche en bois traversée par des barreaux. Alors les échelles de la mort, le nom fait peur globalement, mais en fait c'est lié à cet endroit-là des gorges du Doubs qui est très encaissé. On l'appelle la vallée de la mort. On a également, pas très loin sur la rive suisse, l'aiguille de la mort, on avait le moulin de la mort. On pense aussi certainement que les contrebandiers avaient donné ce nom-là afin que les gens ne viennent pas trop dans le coin, et également les douaniers, c'est-à-dire de vraiment faire un peu peur aux gens. Ici on a un symbole de la contrebande, c'est Notre-Dame de la Bricotte. La Bricotte, c'était la contrebande de monsieur et madame tout le monde. Bricotte ou pacotille, c'est les marchandises de première nécessité. Alors on mettait des vierges un peu partout, comme ça, dans les gorges du Doubs, en direction de la Suisse, en protection pour les contrebandiers. Mais elles regardent toujours en direction de la rive suisse. Aujourd'hui, à défaut de protéger les contrebandiers, elles protègent les randonneurs. Quand on vient à un Via Ferrata, déjà on vient pour le cadre naturel, et puis pour cet esprit nature, grimper au rocher en toute facilité, se dire on peut prendre de la hauteur sans forcément ressembler aux grands champions d'escalade. Et là, magnifique, hop, des barreaux, des échelles, on progresse en toute sécurité et on vient rechercher un petit peu d'adrénaline, puisque là on a quand même pratiquement 80 voire 100 mètres de vide, et ça, c'est pas donné à tous de pouvoir s'accrocher comme ça à la falaise. Tu as ton matériel, tu viens, tu es tranquille, tu l'as fait. Voilà, il n'y a pas de redevance, c'est un petit peu comme toutes les Via Ferrata en France. Et bon, on n'a pas à Staré, ici, on a quand même une des plus belles Via Ferrata de France, super aérienne, un cadre magnifique. Ça, on ne peut pas l'enlever aux contrebandiers. Je ne sais pas si vous avez le temps de le voir à l'époque. François habite le plateau et arpente les sentiers du Doubs depuis son enfance. Ces paysages transfrontaliers n'ont plus beaucoup de secrets pour lui. Sur la crête, au-dessus des échelles, c'est avec lui que Thibaut poursuit son chemin. Souvent on a une image très romanesque de la contrebande. Il faudrait se remettre dans le contexte de l'époque, quand même, avec à la fois les grands prédateurs qui sont présents, le loup, le lynx, même l'ours qui est présent, puisque les derniers n'ont pas été tués il y a si longtemps que ça, quand même. Et puis il faut mettre les brigandiers qui sont là aussi, anciens guerriers, anciens militaires qui se battent dans les côtes du Doubs. Le Doubs lui-même, qui n'est pas régulé par les barrages et puis qui parfois a ses sautes d'humeur. Donc quand on arrive pour le traverser, parfois il y a les grosses crues, on ne peut pas traverser, ou si on traverse, on se fait coincer. Et puis après, quand on se retrouve dans des difficultés comme les falaises, où il faut passer avec les échelles, avec tout ça, alors là, on a encore un obstacle de plus impressionnant, quoi. Alors les gars vont circuler pour l'aller de jour, généralement, parce qu'ils n'ont pas de raison qu'ils se fassent arrêter. Donc ils vont passer tranquillement, la canne à pêche sur l'épaule, ils passent le Doubs. La difficulté, ça va être au retour. Et là, le retour doit se faire le plus vite possible. Donc c'est quelquefois une nuit entière, avec des arrêts, souvent des arrêts dans des vieilles fermes. On a l'exemple au-dessus des échelles de la mort, la vieille ferme de chez France, où on sait que ça faisait bistrot comme toutes les fermes. Et dans l'écurie, il y avait une double paroi, les contrebandiers entraient d'un côté, posaient les ballots, ressortaient, allaient s'installer à table. Puis quand les douaniers arrivaient dans le bistrot, ils voyaient une équipe de gars en train de jouer aux cartes tranquillement. Il n'y avait pas franchement à se poser de questions si c'était des contrebandiers ou pas. Et il faut bien penser qu'un ballot de 40 kg de tabac sur le dos, c'est pas si facile que ça à manipuler, surtout qu'ils n'avaient pas nos sacs à dos. Ils avaient des ballots tout simples, en toile, attachés plus ou moins bien, avec le système pour le décrocher le plus vite possible en cas d'attaque.
Et la plupart des gens, c'est des gars qui ont l'habitude de cette vallée. C'est des braconniers, c'est des gens qui ont déjà essayé de contourner un peu la loi et puis qui savent s'échapper très vite, se cacher, se camoufler, utiliser le terrain. Et donc, ils ont l'habitude de passer cette frontière assez facilement. Il faut imaginer qu'à Mossy-la-Vallée n'était pas tout à fait comme ça. Il y avait certainement moins de couverture d'arbres, c'est l'époque des verreries, c'est l'époque des charbonniers, donc des grandes ouvertures, donc difficile aussi de se cacher. Des zones où on peut se cacher, mais d'autres zones où on ne peut pas se cacher. Il fallait passer là au milieu. Alors les Suisses ont réagi très vite. Quand ils ont vu qu'il y avait de la recherche de marchandises, les gens sont venus depuis les villes s'installer le long du Doubs, dans les petites auberges qu'on trouve tout le long. Et puis là, on a les points de vente. C'était vraiment les petites épiceries qu'approvisionnaient les contrebandiers pour la bricote. Les allumettes, le tabac, la poudre, les jeux de cartes qui étaient taxés. Tout ce qui était taxé va passer la frontière comme ça. Par contre, les plus grosses bandes de contrebandiers qui, eux, font de la grosse marchandise, qui passent vraiment les ballots de tabac et dont l'influence est forte en France, puisqu'on la retrouve jusqu'à Dijon à un moment donné. Le roi de France, il commence à un peu à avoir peur. Et eux, eux contactent des villes, c'est Neuchâtel, c'est La Chaux-de-Fonds. Ils vont chercher plus loin leurs marchandises pour gagner de l'argent. C'est ça le but, quelque part. Mais on sait qu'il n'y a jamais eu de contrebandier qui a fini très riche. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations vraiment sur d'où venaient ces douaniers Les premiers douaniers, c'est le roi de France qui, quand il s'aperçoit que la contrebande est forte, va emprisonner ces contrebandiers. Et puis, il leur donne un choix en disant c'est soit les galères, soit vous entrez dans les douanes. Donc on sait que les premiers douaniers vont être des contrebandiers repentis quelque part, qui sont efficaces parce qu'ils connaissent les astuces et qui vont être déplacés de région, bien sûr. Pour ne pas être de mèche aussi avec la population. Dans ta famille, toi, ça a trafiqué un peu ? Mes parents ont fait de la bricote. J'ai souvenir de ma maman, on partait à La Chaux-de-Fonds et puis elle s'achetait des bas et elle se mettait 3-4 paires de bas les unes sur les autres. Elle transpirait, la pauvre, comme une malheureuse et puis on passait la frontière comme ça, quoi. Et voilà, c'était une contrebande petite mais efficace pour la maison. Et je me souviens d'être passé la douane avec des gaufrettes. On passait des gaufrettes en contrebande, pas des camions. Et puis on mangeait ces gaufrettes à la maison, il nous semblait qu'elles avaient un goût spécial. Elles avaient passé la douane. Le goût de l'illégalité. Sous le douanier. Dans les années 50, la construction de barrages hydroélectriques dans la vallée fait disparaître sous les eaux la trace d'anciens moulins et forges, et avec elle le souvenir d'une époque. Un peu plus en amont, le Saut du Doubs a gardé son panache, offrant une bouffée de fraîcheur aux randonneurs. Thibaut connaît ici un personnage qui n'a pas oublié la vie d'avant. Salut, loup solitaire. Tiens, c'est beau, Doudou, comment tu vas? Tu te promènes? Si René connaît si bien la vie des gorges, c'est qu'il est né ici. Il conserve précieusement dans sa boutique des documents sur la vallée d'antan. Et voilà où je suis né, la maison. Ici, sur la barque, c'est quand j'avais à peu près 17 ans. Je faisais la traversée des gens France en Suisse, Suisse en France. D'accord. Ils allaient acheter leur tabac, leurs cigarettes. De temps en temps, il y avait un douanier qui les attendait. T'étais passeur, quoi. Voilà. Mais je ne faisais pas de la contrebande. Alors ici, dans les gorges du Doubs, il y a eu des personnages célèbres, hauts en couleur. Le fameux Némorin Caille, dit Némorin des Loutres. Voilà, c'est ça. Un pur produit du braconnage local. Bon, il a passé sa vie à pêcher, enfin à chasser la loutre, braconner. Il vivait comme ça, de pêche, de chasse. Et ça payait bien, les peaux de loutre. Il y a ce monsieur là qu'on appelle l'amiral. C'était un personnage qui transportait les gens des Brenets au Saut du Doubs. Et de temps en temps, comme il disait, il trafiquait un petit peu. Par exemple, les sacs de grenouilles qu'il mettait dans les bateaux, que ça partait dans les restaurants côté France. D'accord. Le Saut du Doubs et ses rapides impétueux ont laissé la place au bassin silencieux de la rivière. L'hiver, lorsque l'eau gelait, les bassins se transformaient en d'immenses patinoires. Dans les méandres, les contrebandiers en profitaient pour chausser leurs patins à glace et traverser rapidement la rivière d'une rive à l'autre. C'est à Villers-le-Lac que la frontière quitte les eaux du Doubs pour rejoindre la terre et s'accrocher au relief. Le col des Roches marque la limite des territoires.
De nos jours, la vallée vit au rythme du va-et-vient des travailleurs frontaliers qui se rendent en Suisse. De Goumois à Villers-le-Lac, ce sont plus de 6000 véhicules par jour qui sillonnent les routes franco-helvétiques. Même si la frontière se déplace aujourd'hui vers les centres de tri postaux ou les plateformes de fret, il subsiste encore quelques points de passage sous la vigilance douanière, comme ici au col des Roches. La frontière franco-suisse, c'est l'une des dernières frontières gérées douanièrement, entre guillemets, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'avant 1993, on avait des frontières qui étaient douanièrement marquées avec tous nos voisins européens. Aujourd'hui, on ne voit plus des passeurs transporter des marchandises comme ça, prohibées, à dos d'homme, à travers la forêt. Alors ici, l'expression, c'est passer sous les sapins. Quand on veut éviter le douanier, on évite justement de passer par les points de passage qui sont gardés ou dont on sait que les douaniers vont surveiller. Et donc, on appelle ça passer sous les sapins. À une époque, on avait de la contrebande, par exemple sur le sel, les faussonniers qui trafiquaient le sel pour ne pas payer à l'époque la gabelle. C'est pour ça que les douaniers sont souvent surnommés les gabelous. Stupéfiants, contrefaçons, les douaniers sont aussi à l'affût des évadés fiscaux qui rapatrient clandestinement en argent liquide leurs capitaux en France. Au fil de l'histoire, on a un peu une course en matière de techniques de dissimulation. On va vers des techniques qui sont toujours de plus en plus élaborées. Alors il y a ce qu'on appelle le flair du douanier, c'est-à-dire qu'il exerce son travail au quotidien avec tout son vécu, avec toute l'expérience accumulée, ce qu'il a déjà vu ou pas vu. Une situation nouvelle va parfois attirer et éveiller ses soupçons. La qualité essentielle, c'est d'être curieux, c'est d'avoir un peu cette âme de chasseur, parce que ça demande des qualités d'observation, une patience toute particulière, que quelquefois on revient bredouille, et il faut accepter de revenir bredouille au retour de la mission. Notre parcours à saut de frontière nous entraîne sur les hauteurs du Mai-Musy, où des bornes tracent le chemin. Depuis le col des Roches, la frontière suit la ligne de crête du Mai-Musy. On est ici sur un chemin de douanier. À droite du muret, c'est la France. À gauche, c'est la Suisse. Qui chemine là dans l'ombre? C'est le hardi contrebandier, à la barbe du douanier, glissant sans bruit dans la nuit sombre comme un fantôme, un loup-cervier. Regardez-le, rien ne l'arrête. Ni ravin, ni picaltier, ni l'ombre effaçant les sentiers, ni foudre grondant sur sa tête, ni gouffre béant sous ses pieds. Lui faut-il d'un bond intrépide franchir précipice ou fossé, quand par la meute il est pressé, le chevreuil n'est pas plus rapide, le renard n'est pas plus rusé. On peut parler d'une tradition, mais d'une tradition qui s'est perdue, notamment autour de ses poésies, de ses chansons. Un des personnages, on va dire, qui a forgé le mythe du contrebandier, c'est le personnage de Mandrin. Donc Mandrin, on est au XVIIIe siècle, et il va défier la monarchie française à travers les fermiers généraux. Et il va, avec ses bandes, en fait, trafiquer entre la Savoie, la France et le canton de Genève, principalement. Le contrebandier, comme étant une sorte de Robin des Bois, celui qui va prendre aux riches pour redonner aux pauvres, voilà, va commencer à vraiment germer dans la population, et puis il va être, Mandrin, extrêmement populaire. Tout le long du XIXe siècle, la culture populaire va s'appuyer sur différentes choses. Par exemple, je pense aux jeux douaniers-contrebandiers. Ici, dans le Haut-Doubs, les enfants ne jouent pas aux cow-boys et aux Indiens. Et puis on a des citations, des dictons, parfois un peu à la gloire de la contrebande, ou au contraire qui nous font nous méfier des risques encourus par les contrebandiers. À l'exemple d'un dicton populaire qui disait « Contrebande n'a qu'une saison, aujourd'hui riole à foison, mener riole en patois franc-comtois, c'est avoir un grand train de vie, demain le mari en prison et la misère à la maison ». Donc là, l'objectif, c'était justement un peu dissuader de faire de la contrebande. On a également une fête de contrebandiers, puisque le patron des contrebandiers, c'est Saint-Michel. Et tous les 29 septembre, les contrebandiers, par exemple aux Rousses, faisaient un grand gueuleton à côté, si possible, du poste de douane pour provoquer les douaniers.
Voilà un exemple de ce qu'est la culture, on va dire, de la contrebande dans le Haut-Doubs, mais également dans le Haut-Jura, je dirais tout le long de cette frontière franco-suisse. Une terre de passage où tout circule. Les marchandises, mais aussi les hommes, les idées. Une limite de territoire qui sépare et rapproche à la fois. La frontière se poursuit plus au sud, par-delà montagnes et vallées, emportant avec elle d'autres histoires de contrebandiers. Les lois ne sont qu'une barrière vaine que les hommes franchissent tous. Par-dessus, les grands passent sans peine, les petits par-dessous. Ça donne parfois des frissons, n'est-ce pas? Mais enfin, allez-y, sans crainte aujourd'hui. Et je vous conseille d'ailleurs la Via Ferrata de Stéphane, elle est splendide. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse surtout. Prenez soin de vous. D'ici à la semaine prochaine, je vous embrasse.